Conversation fut doucement interrompue par l'arrivée de Sylvain. Le jeune comptable au visage d'ange, toujours un peu décalé mais d'une gentillesse désarmante. Sylvain avait un grand projet en tête. Le 26 du mois approchait à grands pas, et cette date marquait son anniversaire. Il avait tout prévu, une grande fête chez sa mère, à la campagne. À une petite heure de route si la circulation était clémente. L'enthousiasme de Sylvain était contagieux. Même s'il se heurtait parfois aux emplois du temps chargés de ses collègues. Il sollicita Fred, la jeune femme au caractère bien trempé, qui dut décliner avec regret à cause d'amis venant d'Amsterdam pour dîner. Sylvain, ne perdant jamais espoir, proposa même de les héberger, offrant l'hospitalité du garage familial. Parfaitement chauffé et équipé de lits de camp et de duvets douillets. Avec une grande bassine de sangria pour couronner le tout. Malgré les refus polis qui s'enchaînèrent, de Carole la cadre supérieure à Yvan et Maëva. Sylvain gardait son sourire. Il avait même imaginé un thème audacieux pour sa soirée, les femmes déguisées en hommes. Une idée farfelue qui reflétait son désir sincère de voir ses collègues rire et s'amuser hors des murs gris du bureau. Jean-Claude, voyant la légère déception poindre dans les yeux de Sylvain, décida de prendre les choses en main. Il comprit que derrière les maladresses du jeune homme se cachait un besoin profond de camaraderie. Dans un élan de générosité spontanée, Jean-Claude annonça qu'il avait tout annulé et qu'ils partiraient tous ensemble. Le sourire de Sylvain illumina la pièce. Et un joyeux anniversaire résonna autour de la machine à café, chanté en chœur. Scellant un moment de pure fraternité. La vie de l'entreprise reprenait son cours, rythmé par les défis quotidiens. Simon, le jeune commercial plein d'ambition, revenait de 5 jours de déplacement en province. Il racontait ses péripéties avec une passion débordante. Pour lui, la voie royale du commerce passait par ses routes départementales sinueuses. Par ses hôtels de passage et ses petits bars où l'on pouvait observer la vie rurale. Jean-Claude, vétéran de la route, l'écoutait avec un mélange d'amusement et de respect. Simon voyait au-delà de la simple transaction commerciale, il y trouvait une mission sociale. Un enrichissement humain au contact de personnes authentiques. Les soirées passées accoudées au zinc, à écouter les histoires des gens, nourrissaient son imagination et son amour pour son métier. Son enthousiasme rappelait à tous que derrière chaque contrat se cachait une rencontre humaine. L'atmosphère se tendit légèrement à l'approche d'un match de football crucial pour l'équipe de l'entreprise. Ils jouaient dans la 3e division et affrontaient leurs grands rivaux. La tension était palpable, d'autant plus que l'équipe adverse était réputée pour sa robustesse. Jean-Claude, tel un entraîneur passionné, prodiguait des conseils diététiques stricts à son gardien de but, des sucres lents, des pâtes, un yaourt nutritif et beaucoup d'eau. La panique s'empara du groupe lorsqu'ils apprirent qu'il leur manquait un joueur essentiel. Le spectre de la défaite et de la perte du budget alloué par le comité d'entreprise planait sur eux. Mais l'esprit d'équipe triompha. Hervé, d'ordinaire si mesuré, se porta volontaire avec un courage admirable. Prêt à enfiler les gants. Même s'il préférait distribuer de petites tapes amicales plutôt que de bloquer de vrais tirs. Cette solidarité impromptue renforça les liens, transformant une potentielle défaite en une victoire de l'entraide. La nuit, le bâtiment prenait une autre dimension, silencieuse et mystérieuse. Jean-Claude, terminant tard, croisa le nouveau vigile. Un jeune homme zélé accomplissant sa première garde. La scène, d'abord tendue par l'excès de zèle du gardien qui exigeait le badge numéro 20098, se transforma rapidement en une leçon d'humanité. Jean-Claude, comprenant la nervosité du débutant, coopéra avec une bienveillance souriante, rassurant le jeune homme. Ils échangèrent quelques mots chaleureux, se souhaitant mutuellement une bonne nuit. Jean-Claude quitta les lieux avec un sentiment de gratitude, réalisant que même au cœur de la nuit, la politesse et la compréhension pouvaient créer des ponts entre des inconnus. Le lendemain matin, le bureau fut le théâtre de discussions animées sur l'aménagement des espaces de travail. Michel ayant quitté l'entreprise, son grand bureau était devenu l'objet de toutes les convoitises.
L'heureux bénéficiaire tentait de décrire l'immensité de son nouveau domaine en le comparant, avec une emphase comique, à la taille de l'île de Ré. Les collègues rivalisaient d'imagination pour aménager cet espace, y installer un canapé, organiser des courses, ou même y garer un camping-car. Cette rivalité bon enfant soulignait le besoin de chacun de trouver sa place, de s'approprier un petit coin de confort dans le vaste monde de l'entreprise. La poésie s'invitait parfois dans les conversations les plus inattendues. Autour d'un café, une discussion philosophique s'engagea sur le voyage dans le temps. Si l'on pouvait remonter les aiguilles de l'horloge, que changerait-on? Hervé suggérait de modifier de grands événements historiques pour le bien de l'humanité, comme empêcher la Seconde Guerre mondiale. Mais son interlocuteur, avec une sagesse touchante, préférait un miracle intime et personnel. Il raconta que le 8 décembre de l'année 1960, sa mère avait dû changer la roue crevée de sa petite voiture sous une pluie battante, ce qui lui avait valu une grave pneumonie. S'il possédait une machine à voyager dans le temps, il retournerait à cet instant précis, sur cette route départementale, pour l'aider et lui éviter ces jours de souffrance. Cette déclaration d'amour filial laissa l'assemblée silencieuse, rappelant que les plus grandes victoires sont parfois les plus discrètes, celles qui protègent ceux que l'on aime. L'amour et la passion se manifestaient sous des formes variées. Un de nos protagonistes avait investi la somme coquette de 6500 francs dans des cours de tango. Loin des modes éphémères, il voyait dans cette danse une élégance intemporelle, une façon de connecter les âmes avec noblesse. Lorsqu'il avoua ce secret, il fut surpris par la réaction de Madame Sorel, une collègue de 65 ans, d'une douceur infinie. Loin de s'en moquer, elle lui confia qu'elle adorerait danser le tango avec lui. Dans ce moment de grâce inattendue, les barrières de l'âge et de la hiérarchie s'effondrèrent, laissant place à une belle complicité. La musique semblait résonner dans le couloir, portant une promesse de joie partagée et de respect mutuel. Mais la vie de bureau comportait aussi ses moments d'anxiété. Lors de la visite médicale annuelle, les confidences allaient bon train. Fred et Jeanne partageaient leurs petites inquiétudes de santé, trouvant du réconfort dans leur amitié. Les examens, bien que parfois redoutés, devenaient le prétexte pour se soutenir mutuellement, pour rire de leur peur et célébrer leur vitalité. L'hypocondrie légère de certains était balayée par l'optimisme des autres. Ils réalisaient que la véritable richesse résidait dans cette solidarité bienveillante, capable de transformer une salle d'attente austère en un lieu de réconfort. Les défis personnels devenaient des projets d'équipe. Maëva, souvent hésitante, s'était lancée dans l'aventure du permis de conduire. Jean-Claude, s'improvisant instructeur de conduite avec une générosité débordante, lui prodigua des conseils imagés. Il lui parlait de la mécanique avec une passion presque poétique, lui expliquant comment ressentir les vibrations du moteur, comment relâcher la pression et faire corps avec la machine. À travers ses explications un peu maladroites mais profondément sincères, Maëva trouva la confiance qui lui manquait. Elle apprit à ne plus fermer les yeux face aux obstacles, à écouter le ronronnement du moteur comme un chant de liberté. Son succès au permis de conduire devint une victoire collective, célébrée par tous. L'art, sous toutes ses formes, trouvait aussi sa place dans l'entreprise, grâce au comité d'entreprise qui finançait des expositions dans les couloirs. Carole, avec une fierté touchante, avait accroché une toile abstraite peinte par sa grand-tante, présentée comme une descendante spirituelle d'un grand peintre. L'œuvre, peinte au couteau, suscitait des réactions mitigées. Les collègues, soucieux de ne pas blesser Carole, tentaient de trouver des angles flatteurs pour admirer la peinture, philosophant sur la subjectivité de l'art. Finalement, dans un élan d'humour réparateur, Jean-Claude superposa à la toile un magnifique poster d'un moteur de type V8 de 300 chevaux, d'une cylindrée de 4 litres d'eau. Ce geste, loin d'être malveillant, déclencha un fou rire général. La beauté mécanique du moteur s'harmonisait avec l'absurdité joyeuse de la situation. L'art abstrait de la tente et le bolide de Jean-Claude finirent par cohabiter sur le mur, symbole parfait de cette communauté hétéroclite mais